Bien, mesdames et messieurs et chers amis, bonjour à toutes et tous et bienvenue à chacune et chacun dans cette jolie salle de Saint-Géry prêtée gracieusement par la mairie. On la remercie euh, vraiment. Alors, quel chemin prendre pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050? Voilà, avec Monsieur Bertrand Véron. Bienvenue à toi, cher Bertrand. Nous sommes très heureux de t'accueillir au sein de notre association Culture et Société. Alors, tu es détaché de l'ADEME, au département de la Gironde, à la direction de l'environnement depuis mars 2020, et tu es responsable du service transition écologique et lutte contre la précarité énergétique. Alors, auparavant, tu occupais plusieurs postes comme chargé de mission sur l'économie circulaire à la direction régionale d'Occitanie de l'ADEME, chef de projet plateforme de la rénovation énergétique de l'habitat à la direction de l'énergie écologie de Bordeaux Métropole et coordinateur du pôle ville et territoire durable et transition énergétique à la direction régionale de Picardie de l'ADEME, et puis directeur de la communication et des relations publiques de la ville de Juillan-Josas, responsable du service ressources, ressources humaines, c'est ressources associatives, un peu humaines aussi, hein. Voilà, de la ville de Mantes-la-Jolie. Alors c'est tout là-haut dans le Grand Nord, vous savez, c'est l'Île-de-France. À ces fonctions s'ajoute, faut-il le préciser, celle de chargé d'enseignement à l'Institut des sciences de l'information et de la communication à l'ISIC, donc de Bordeaux. Alors ta formation universitaire en géographie et aménagement du territoire, ouverte sur l'international, t'a amené à l'université de Leicester en Angleterre pour préparer une licence et à l'université de Montréal, Québec. C'est l'UQAM maintenant, hein, c'est ça? Non, c'est l'Université de Montréal. Ah bon? Oui, l'UQAM est une autre université. D'accord. Bon, pour la maîtrise. Et tu parachèveras donc ton parcours universitaire par un DESS de communication à l'université de Bordeaux, enfin. C'est ça. Voilà, Bordeaux 3. Alors, quel chemin prendre pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050? Le thème que tu souhaites aborder avec nous aujourd'hui est formulé par une question qui s'adresse à chacune et chacun d'entre nous. Derrière monsieur et madame Dupont et monsieur et madame Durand, eh bien, il y a plusieurs identités. Il y a le citoyen, il y a le consommateur, il y a l'usager, il y a le client, le travailleur, le parent, l'élu politique, l'élu associatif, individus aux identités multiples, nos responsabilités sont forcément multiples. Alors, pas simple de faire des choix, des arbitrages dans notre vie quotidienne. Mobilité douce, mais plus lente, avec les vélos, les trottinettes, la marche. Énergie décarbonée pour nos déplacements, notre éclairage, notre chauffage, mais plus cher. Alimentation plus saine, habillement plus éthique, équipement plus durable, que de changements culturels à réaliser, tant au niveau local que global. Alors comment réduire notre empreinte carbone? Celle-ci était en moyenne de 9,9 tonnes d'équivalent CO2 par habitant et par an en 2019. Il faudrait arriver à 2 tonnes dans 25 ans. Utopique? Voilà ce qui fourmille dans notre esprit comme pensée, et c'est donc avec plaisir et impatience que nous t'écouterons, cher Bertrand, organisateur du 5e colloque national éolien des 18e assises européennes de la transition énergétique en 2017 à Bordeaux, créateur des rendez-vous de l'ADEME, lieu de débat et d'échange sur les questions environnementales, action expérimentale, appétit nature, alimentation respectueuse de l'environnement
et sobre en carbone, concepteur de nombreux supports sur la santé, sécurité, environnement pour les entreprises et des boîtes à outils pour promouvoir le compostage individuel. Assurément, tes multiples connaissances seront pour nous, colibris, aux multiples identités, très utiles pour relever le challenge qui nous est lancé. Alors, comment atteindre la neutralité carbone? On t'écoute avec plaisir pour aller une petite heure, on lui accorde, ça va? Ça va vite passer, je suis sûr. Merci à toi. On peut applaudir donc pour te souhaiter la bienvenue. Merci Mustapha, merci à Irène, merci à l'association Culture et Société pour l'invitation et ravi d'être parmi vous cet après-midi pour cheminer ensemble autour de la neutralité carbone. Alors juste un petit test dans la salle, est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler de cette question de neutralité carbone? Est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça va être plutôt être une découverte? Bon. Effectivement, c'est des sujets dont on parle, qu'on évoque assez souvent au travers des crises énergétiques qu'on a pu traverser ou qu'on traverse, les sécheresses, les incendies, plus récemment proches de nous, les tensions sur les ressources naturelles, énergétiques, les tensions sur les ressources et les matières. Les défis qui nous sont posés aujourd'hui s'accumulent et les risques qui étaient théoriques lors des premières alertes des scientifiques dans les années 70, je renvoie au Club de Rome et aux travaux du Club de Rome, sont maintenant bien réels. Dans nos vies, dans vos communes, sur les territoires, on est tous percutés, comme beaucoup, voire davantage sur certains de ces aspects, et vous ressentez, tout comme moi, peut-être un sentiment parfois d'impuissance, de démobilisation, de manque d'accompagnement face à la complexité et l'ampleur des enjeux et des transformations à conduire. L'objectif de mon intervention de cet après-midi est finalement de vous apporter quelques éléments factuels pour objectiver nos réflexions communes. Et donc, pour le coup, je vais commencer par vous rappeler quelques éléments de constat et puis dresser un panorama des grandes directions possibles pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique que nous sommes en train de vivre, sans vous donner finalement la solution, parce qu'il n'y a pas une seule et unique solution, mais il y a des chemins à prendre. Les marges de manœuvre se restreignent d'année en année, mais il est encore temps de choisir dans quel monde nous souhaitons vivre en 2050. Et ce choix est un choix éminemment politique que l'ADEME ne fait que contribuer à éclairer dans son rôle de facilitatrice de la transition écologique. Voilà. Et donc, je vous propose de vous amener un petit peu sur les réflexions. Alors, la présentation, effectivement, des scénarios sont des scénarios mis en place par l'ADEME. L'ADEME, qui est un établissement public qui dépend du ministère de la Transition écologique, de l'énergie et du climat, et du ministère de l'enseignement de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est à peu près 1000 collaborateurs. Je dis quelques mots sur l'ADEME pour représenter qui on est et ce qu'on fait. 1000 collaborateurs répartis entre 3 sites centraux, Angers, Valbonne et Paris, et puis des directions régionales, 17 au total, 13 en métropole et 4 dans les départements et territoires d'outre-mer. Finalement, ça représente 26 implantations, réparties de manière un petit peu équitable sur l'ensemble du territoire. Et oui, petit historique aussi pour certains d'entre vous, l'ADEME a été créée fin 91, début 92, et finalement c'est une agence très singulière parce que elle est la fusion de 3 agences. L'agence, on va remonter en arrière, l'agence pour les économies d'énergie, ça vous parle, l'AEE, et qui a ensuite été poursuivi par l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, l'AFME, qui a fusionné fin 91, début 92, avec l'ANREL, qui était l'Agence nationale de retraitement et d'élimination des déchets,
et puis l'AQA, l'Agence pour la qualité de l'air et le Commissariat à l'énergie solaire, qui ont fusionné pour donner naissance à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Aujourd'hui, on parle d'Agence de la transition écologique, mais voilà, faut savoir d'où on vient pour voir que cette agence, qui est assez unique au monde, travaille sur les politiques environnementales et énergétiques au sens large. Elle a 4 missions principales, d'une part connaître au travers d'observatoires et de travaux de prospective, et c'est ce dont je vais vous présenter juste après. Il y a une partie de l'activité qui est conseillée, mobilisée, informée et sensibilisée, bien évidemment, et donc l'ADEME publie un grand nombre de documents, grand public, mais aussi des documents beaucoup plus techniques et d'expertise. Je vous invite à aller sur le site internet de l'ADEME pour voir toutes les ressources foisonnantes et la richesse des documents qui peuvent accompagner ces politiques publiques. Et puis le 4e axe, c'est effectivement l'aider à réaliser, donc en finançant des opérations, des projets, le fonds chaleur pour promouvoir le développement de la chaleur renouvelable sur les territoires, l'économie circulaire, etc. Aujourd'hui, finalement, l'ADEME, c'est le bras armé du ministère de la Transition écologique, et donc on met en œuvre les politiques publiques en la matière. Alors, peut-être avant de rentrer dans le scénario ADEME qui vont être présentés, prendre un petit peu de recul et revoir avec ce tableau, cette peinture de Caspar David Friedrich, que certains peut-être d'entre vous connaissent, qui s'appelle Le voyageur contemplant une mer de nuages, peint en 1818, c'est que on est aux confins du monde rationnel. C'est là que se situe le mouvement du romantisme. On fait un retour en arrière, caractéristique de cette toile. Pour les adeptes de ce courant, tout tourne autour de la contemplation de la nature humaine et de la nature elle-même. Méditer devant sa puissance et sa grandeur. Ce qu'on va essayer de faire aussi aujourd'hui. C'est ce que fait en tous les cas ce personnage de dos au premier plan, au-dessus des nuages. Il scrute l'horizon de ce paysage imaginaire. Et c'est ce qu'on va essayer de faire et d'imaginer à l'horizon 2050, comment on pourrait se transposer. Avec cette œuvre, finalement, on assiste à la rencontre entre l'homme et l'infini, et entre les deux, le contraste est marqué. Le premier plan est plus sombre que le dernier. Ce paysage romantique, finalement, est irrationnel, nous emmène vers un ailleurs, un lieu que chacun de nous est libre d'imaginer à sa façon. Un ailleurs qui, finalement, en fait une introspection. Si le paysage occupe une place importante dans la peinture romantique, c'est parce qu'il est la projection du paysage intérieur et de celui qui le regarde. Et avec les scénarios ADEME, nous allons aussi essayer d'imaginer un avenir désirable, souhaitable, commun. C'était la page un petit peu poétique et décalée. Donc plusieurs chemins, et on va voir les scénarios qui sont proposés. Alors, avant toute chose, il faut recontextualiser les choses, c'est-à-dire que la loi transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a introduit la stratégie nationale bas carbone, qui est finalement la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Elle donne des orientations pour mettre en œuvre dans tous les secteurs d'activité la transition vers une économie bas carbone, circulaire et durable. Elle définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2050 et fixe des objectifs à court, moyen terme et des budgets carbone. Adoptée pour la première fois en 2015, la stratégie nationale bas carbone a été révisée en 2018-2019 en visant à atteindre la neutralité carbone en 2050, au-delà du facteur 4. Alors peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, c'est un objectif de réduire de 75% par cap nos émissions de gaz à effet de serre sur la... Oui, vous voulez intervenir? C'est quoi le carbone? Le carbone, on parle des émissions de gaz carbonique qui sont émises par les activités humaines. Alors, je vais y venir après. Les amis. Alors, peut-être qu'on prendra les questions. Voilà, après. Je propose, parce que sinon. Oui. Mais retenez ces questions. Tout à fait. Précieuses. Je vous propose qu'on prenne après un temps d'échange important pour préciser telle et telle chose.
Donc, la stratégie nationale bas carbone, effectivement, c'est réduire les émissions de CO2 avec un objectif de réduire par 4 au départ. Puis aujourd'hui, on est par 6 parce que on a pris du retard par rapport à ce qu'on avait envisagé, notamment avec l'accord de Paris qui avait été signé par 195 pays, qui était un accord historique pour tout ça, contenir l'élévation de la température à l'échelle du globe à plus 1,5 degré à la fin du siècle qui vient. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire, on est loin du compte, et c'est pour ça qu'on a renforcé cette action publique et politique en définissant cette trajectoire de neutralité carbone que je vais vous préciser juste après au travers des scénarios. Alors, je vais un peu vite. Alors, les objectifs choisir maintenant, agir pour le climat, c'est donc les scénarios transition 2050. 4 objectifs principaux, illustrer le champ des possibles pour atteindre justement cette neutralité carbone que je vais expliquer juste après, et en explorer finalement les différentes implications. C'est aussi définir ces scénarios, d'éclairer les décisions incontournables à court et moyen terme. C'est explorer des récits de société ensemble, autant que des prospectives techniques, et proposer des visions contrastées sur le contexte économique, les évolutions technologiques, l'aménagement de nos territoires, les modes de vie, la gouvernance, etc. Les scénarios que je vais vous présenter juste après, c'est le résultat de 2 années de travaux et de consultations. L'ADEME n'entend pas, comme je le disais en préambule, proposer la bonne trajectoire, car la trajectoire qui sera décidée relèvera avant tout de choix politiques à prendre face aux multiples incertitudes et en cohérence avec un projet sociétal. Mais l'ADEME a donc, au travers de ces scénarios, nourri le débat à la veille de l'élection présidentielle de 2022 et engagé des travaux à partir de 2021 avec toutes ces équipes techniques, ces équipes sectorielles, et a engagé plus de 500 participants sur une construction collective autour justement de la mise en récit et de la construction et de la modélisation de scénarios que je vais vous présenter juste après. Je fais un peu de teasing, à vrai dire. Donc, c'était des équipes techniques de l'ADEME, mais pas seulement. Il y a eu des contributeurs externes, un comité scientifique de projet, des partenaires modélisateurs et analystes, des filières industrielles qui ont été représentées au travers du monde économique, des laboratoires avec le monde académique qui étaient représentés, des think tanks et des groupes de réflexion et des partenaires institutionnels. Et puis aussi des parties prenantes qui ont participé et ont travaillé à la concertation, comme des citoyens, des ONG, représentants de la société civile, des syndicats, des politiques hors spécialistes des questions d'énergie et de climat, et des entreprises hors filière concernées directement par les scénarios qui vont être développés et présentés juste après. La méthode, qui est ainsi schématisée sur l'écran, pour chaque scénario, il a été construit un récit cohérent au travers de variables structurantes décrivant les modes de vie, le modèle économique, l'évolution technologique, la gouvernance ou le rôle des territoires. Ces récits ont ensuite été transformés en hypothèses quantitatives dans des modèles sectoriels existants ou créés pour l'occasion. Par exemple, pour le secteur du bâtiment, pour le secteur du transport et de la mobilité, pour le secteur de l'agriculture, des forêts, de l'industrie, des déchets, etc. Ces résultats ensuite sectoriels ont ensuite été intégrés pour calculer des bilans sur l'énergie, sur les émissions de gaz à effet de serre produits, mais aussi sur l'usage des sols, sur l'usage de la biomasse, etc. Des itérations successives ont été nécessaires pour vérifier, croiser et affiner ces quantifications, notamment au sein de systèmes fortement interconnectés. On pense par exemple à la bioéconomie, qui a un lien très fort avec la question alimentaire, mais aussi avec l'agriculture, avec les forêts et l'usage des sols. On pense aussi à l'aménagement du territoire, qui est lié au bâtiment et au logement, mais aussi aux questions de mobilité.
On a essayé de nouer aussi la question industrielle avec l'utilisation des matériaux et de l'économie circulaire, les systèmes énergétiques décarbonés. Tout cela a conduit à 4 scénarios que je vais vous présenter juste après. Vous pouvez retrouver sur le site Transition 2050, adem.fr, l'ensemble des documents que je vais vous exposer assez rapidement juste après, mais quand même, sur lequel vous pouvez retrouver la synthèse des travaux, mais aussi le rapport complet, et puis un grand nombre de feuilletons qui illustrent de manière très précise ce que peut intéresser le mix électrique, les effets macroéconomiques, l'adaptation au changement climatique, l'impact sur les sols, les modes de vie, etc. Vous pourrez retrouver tous ces éléments effectivement sur ce site. Je n'ai pas amené de documents papier, mais tous sont dématérialisés. Alors, je vais peut-être, avant de rentrer dans le détail des scénarios, projeter la petite vidéo. On va essayer une prouesse technologique. Donc, de vous présenter, c'est un petit film de 4 minutes qui expose très rapidement la méthode et surtout, dans les grandes lignes, les 4 scénarios qui ont été imaginés par l'ADEME pour atteindre la neutralité carbone. Je reprends. Alors oui, peut-être pour répondre à la définition de la neutralité carbone, parce qu'effectivement on l'a pas défini, c'est effectivement l'équilibre entre les gaz à effet de serre émis chaque année en France. Alors là, parce que effectivement les modélisations elles s'appliquent sur le territoire français métropolitain. Et donc, c'est l'équilibre entre ces gaz à effet de serre émis chaque année et la quantité de CO2 absorbée par les puits de carbone que sont la forêt, les zones humides et le sol qui stocke le carbone. Voilà, c'est bien de ça dont il s'agit. Donc, les messages clés par rapport justement à ces scénarios et la neutralité carbone, c'est que finalement, c'est un objectif déjà difficile à atteindre et qui nécessite des transformations profondes, comme vous l'avez vu. Des incontournables, il nous faudra réduire la demande en énergie et développer massivement les énergies renouvelables. Alors, vous avez entendu parler de solaire, thermique, photovoltaïque, de la biomasse, de la géothermie, voilà. Comment? L'hydraulique, bien sûr. Ça va être aussi travailler sur le vivant, avec le vivant, donc stocker le carbone, équilibrer les usages de la biomasse, adapter les forêts et l'agriculture, notamment aux enjeux du changement climatique. Et puis, ça nous oblige à des grands choix à faire collectivement et rapidement. Quel niveau de sobriété nous souhaitons en termes de mobilité, en termes d'alimentation, en termes de bâtiments? Quel rapport on a au vivant? Quel mix énergétique souhaitons-nous? Quelle vision socio-économique nous envisageons? Besoin, finalement, d'une analyse systémique et multicritère sur l'ensemble de ces éléments. Alors, les récits des 4 scénarios sont... Oui. Oui, ce sont les chiffres que vous pourrez trouver sur Transition 2050. Donc, vous avez à gauche les émissions 2015 de la France. Et donc, dans les 4 scénarios qui vont vous être présentés, vous avez effectivement l'atteinte de la neutralité carbone voilà, selon les scénarios envisagés. Avec une mise en avant des puits biologiques, des émissions et le bilan total. Mais on va revenir dans le détail juste après. Alors, les 4 récits et 4 scénarios, vous avez le scénario numéro 1 qu'on intitule « Génération frugale », qui repose sur une frugalité contrainte avec des villes moyennes et des zones plutôt rurales. On est sur le low-tech et non pas le high-tech. On est sur une rénovation massive des logements et des bâtiments. On est sur des nouveaux indicateurs de prospérité et on repose l'activité économique sur du localisme, avec, par exemple, une consommation de viande qui réduit de 3 fois, ce qu'on connaît aujourd'hui. Sur le scénario numéro 2, qui privilégie la coopération territoriale et la coopération entre individus, on est sur des modes de vie soutenables avec une économie basée sur le partage.
On est sur des gouvernances ouvertes avec une mobilité maîtrisée, une fiscalité environnementale mise en place, des coopérations entre territoires et une réindustrialisation ciblée. Le scénario 3, qui fonde son moteur sur les technologies vertes, donc prône les technologies de décarbonation, la biomasse qui est exploitée massivement, on a recours à l'hydrogène, dont on commence à entendre parler, on est sur un consumérisme avant tout vert, une croissance verte, avec une régulation minimale, des métropoles toujours plus importantes et une déconstruction-reconstruction des logements et des bâtiments. Le scénario numéro 4, qui est le pari réparateur, le laisser-faire quelque part. On est sur une consommation de masse, encore plus importante que celle qu'on connaît aujourd'hui. On est sur un étalement urbain toujours plus important. On est sur des technologies incertaines, donc on fait le pari de technologies qui ne sont pas encore maîtrisées aujourd'hui. On est sur une économie mondialisée, encore plus que celle qu'on connaît aujourd'hui. On est aussi sur l'intelligence artificielle qui est en train de se déplacer, et puis sur des solutions technologiques comme le captage du CO2 dans l'air et une agriculture intensive. Alors me direz-vous, pour rentrer dans le détail un petit peu de tout cela, parce que c'est vrai que là c'est un panorama global des scénarios. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que ça peut entraîner comme modification dans nos habitudes de vie, de consommation, de mobilité, mais aussi dans nos activités professionnelles pour ceux qui sont encore en activité. Des transformations importantes dans le mode de la génération frugale vont être entraînées dans les façons de se déplacer, de se chauffer, de s'alimenter, d'acheter et d'utiliser des équipements qui vont permettre d'atteindre la neutralité carbone sans impliquer de technologies de captage et stockage de carbone non éprouvées et incertaines à grande échelle encore aujourd'hui. La transition est conduite principalement par la contrainte dans ce scénario et par la sobriété. De nouvelles attentes des consommateurs, mais surtout de nouvelles pratiques s'expriment rapidement dans les modes de consommation. La croissance de la demande énergétique qui épuise les ressources s'interrompt grâce à des innovations comportementales, organisationnelles, autant que technologiques. Donc, au niveau sociétal, par exemple, on va être plutôt sur une frugalité choisie, mais aussi contrainte. On préfère le local au mondial. On est sur une nature sanctuarisée, donc on protège la biodiversité, on protège les espaces naturels. Sur l'alimentation, on va diviser par trois, la consommation de viande, et la part du biologique, de l'agriculture biologique, serait dans ce scénario de 70%. Au niveau de l'habitat, on sera sur une rénovation massive et rapide des logements et des bâtiments. Et puis, on sera sur une limitation forte de la construction neuve, avec une transformation des logements vacants et des résidences secondaires en résidences principales, par exemple. Ça, c'est dans le scénario frugal. En termes de mobilité des personnes, il y aura une réduction forte de la mobilité, à contrario de ce que je connais aujourd'hui. Réduction d'un tiers des kilomètres parcourus par personne, la moitié des trajets se faisant à pied ou à vélo. Au niveau technique, une innovation plutôt organisationnelle que technique, et ça sera le règne des low-tech, avec une promotion sur la réutilisation, la réparation des objets notamment, le numérique collaboratif. La consommation de data center dans ce scénario sera stable par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui grâce à la stabilisation des flux. En termes de gouvernance, on sera plutôt sur des décisions locales avec une faible coopération internationale, des réglementations, des interdictions et un rationnement et voire des quotas pourraient être mis en place pour réduire nos émissions de CO2. Au niveau des approches territoriales, il y aura un rôle important du territoire pour les ressources et l'action et une démétropolisation en faveur des villes moyennes et des zones rurales. Au niveau économique,
Il y aura des nouveaux indicateurs de prospérité, écart de revenus, qualité de vie, etc. Il y a des choses à imaginer en la matière. En tous les cas, on aura un commerce international beaucoup plus contracté qu'on ne le connaît aujourd'hui. Et puis, en termes d'industrie, il y aura une production au plus près des besoins, donc au plus près des territoires et des habitants, avec 70% de l'acier, mais aussi de l'aluminium, du verre, du papier carton et des plastiques qui viendront et proviendront du recyclage. Scénario frugal, on en discutera après. Scénario numéro 2, coopération territoriale. Alors là, la société se transforme. Il y a un téléphone qui sonne peut-être? Non? J'ai entendu un petit bruit. La société se transforme dans ce scénario de coopération territoriale dans le cadre d'une gouvernance partagée et de coopération territoriale. Organisations non gouvernementales, institutions publiques, secteur privé et société civile trouvent des voies de coopération pragmatiques qui permettent de maintenir la cohésion sociale. Pour atteindre la neutralité carbone, dans ce scénario, la société mise sur une évolution progressive, mais à un rythme soutenu du système économique vers une voie durable, alliant sobriété et efficacité. La consommation de biens devient mesurée et responsable, le partage se généralise, l'évolution des valeurs de la société permet des investissements massifs dans des solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable. Alors, au niveau sociétal, on est sur une évolution soutenable des modes de vie avec une économie basée sur l'économie du partage, en préservant la nature, inscrite dans le droit institutionnel. On a au niveau alimentation une division par 2 de la consommation de viande, dans ce cas de scénario, et on a une part du bio qui est de 50%. Au niveau de l'habitat, on va rénover massivement les logements, les bâtiments, avec une évolution graduelle mais profonde des modes de vie pour prôner de la cohabitation, pour adapter la taille des logements à celle des ménages. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont questionnées. En termes de mobilité, on sera sur une mobilité plus maîtrisée, avec moins 17% de kilomètres parcourus par personne par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, et près de la moitié des trajets se fera à pied ou à vélo, sachant qu'aujourd'hui, à peu près 65% de nos déplacements font moins de 5 km, qu'on les parcourt souvent en voiture. L'investissement au niveau technique, l'investissement sera massif sur les efficacités énergétiques et les infrastructures. Le numérique sera au service du développement territorial et la consommation des data centers sera stable grâce à une stabilisation des flux. C'est ce qu'on a vu précédemment dans le scénario numéro 1. En termes de gouvernance, on sera sur une gouvernance bien évidemment partagée, dans une approche coopérative, avec une fiscalité environnementale et une redistribution, des décisions nationales et une coopération européenne toujours existante. Au niveau territoire, on aura une reconquête démographique des villes moyennes au détriment des métropoles et une coopération davantage exacerbée entre territoires avec une planification énergétique territoriale et des politiques foncières. En termes d'économie, on sera sur une croissance qualitative avec une réindustrialisation ciblée sur des secteurs clés en lien avec les territoires. Et puis, un commerce international qui sera beaucoup plus régulé peut-être qu'il ne l'est aujourd'hui. Et puis, en matière d'industrie, on est sur une production en valeur plutôt qu'en volume et un dynamisme des marchés locaux avec 80% de l'acier, mais aussi de l'aluminium, du verre, du papier carton, des plastiques qui viennent du recyclage et qui proviennent du recyclage. Troisième scénario, technologie verte, qu'on connaît un petit peu aujourd'hui. Le développement technologique permet de répondre aux défis environnementaux. Les métropoles se développent dans ce cadre-là. Les technologies et le numérique qui permettent l'efficacité énergétique sont dans tous les secteurs d'activité. Les meilleures technologies sont déployées largement et accessibles de manière généralisée aux populations solvables. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler se rapprochent beaucoup de celles d'aujourd'hui, mais gagnent en sobriété. Ce mot sobriété est important, on va y revenir juste après. Alors au niveau société, plus de nouvelles technologies que de sobriété quand même, un consumérisme plutôt vert,
au profit des populations solvables, sociétés connectées et des services rendus par la nature optimisés. Au niveau alimentation, on est sur une baisse de 30% de la consommation de viande. Là aussi, on baisse la consommation d'aliments carnés. La part du bio n'est que de 30% dans ce scénario-là. On est au niveau de l'habitat sur une déconstruction, reconstruction à grande échelle des logements. Donc ceux qui sont énergivores sont déconstruits et reconstruits. On a des ensembles de logements rénovés, mais de façon peu performante au final, la moitié seulement au niveau BBC, bâtiment basse consommation, pour que ceux qui connaissent un petit peu le sujet, c'est des consommations qui sont de l'ordre de 80 kWh par mètre carré par an. Aujourd'hui, le parc de logements que nous avons à notre disposition est autour de 300 kWh par mètre carré par an, à peu près ça. En termes de mobilité, il y a une mobilité qui est accompagnée par l'État pour les maîtriser avec des infrastructures, un recours davantage au télétravail de ce qu'on connaît encore aujourd'hui, et puis la promotion bien évidemment du covoiturage. On a plus 13% de kilomètres parcourus quand même par personne, et 30% des trajets se fait à pied ou à vélo. Au niveau technique, on est sur un ciblage sur les technologies les plus compétitives pour décarboner nos activités. Le numérique est au service de cette optimisation justement, et les data centers consomment 10 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui. On est dans un cadre de régulation minimale pour les acteurs privés. On est avec un État planificateur et une fiscalité carbone ciblée. Au niveau gouvernance et territoire, on est sur une métropolisation encore renforcée, telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais encore plus forte, et une mise en concurrence des territoires avec des villes fonctionnelles. Au niveau industrie, donc on est sur une décarbonation de l'énergie, 60% de l'acier, mais aussi de l'aluminium, du verre, du papier et des plastiques sont issus du recyclage. Et on est sur une croissance verte avec une innovation poussée par la technologie, avec des spécialisations régionales et une concurrence internationale et des échanges mondialisés tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est le scénario 3 qui fonde ses espoirs, ou en tous les cas son chemin, sur la technologie et les technologies vertes. Et puis le dernier, c'est le pari réparateur. C'est finalement le laisser-faire. Les enjeux écologiques globaux sont perçus comme des contreparties de progrès économiques et technologiques. La société, finalement, va placer sa confiance dans la capacité à gérer, voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques avec plus de ressources matérielles et financières pour conserver un monde vivable. Les modes de vie du début du XXIe siècle sont sauvegardés, tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais le foisonnement de biens consomme toujours plus d'énergie et de matière, avec des impacts potentiellement forts sur l'environnement. Donc le pari est fait là-dessus, sur ce scénario qui est aussi envisageable, de dire on sauvegarde nos modes de vie avec une consommation de masse encore plus importante que celle qu'on connaît aujourd'hui. La nature est une ressource finalement qu'on pense qui est à exploiter. On fait confiance surtout dans la capacité à réparer les dégâts causés aux écosystèmes. On pourra en reparler après. La consommation de viande est quasi stable. Il y a une petite baisse dans ce scénario-là, de l'ordre de 10%, qui est complétée par des protéines de synthèse ou végétales. On commence à les voir arriver. On est sur le maintien de constructions neuves. La moitié des logements seulement est rénové au niveau BBC. Les équipements se multiplient, alliant innovation technologique et efficacité énergétique néanmoins. On augmente fortement les mobilités, notamment les transports et les trajets avions, plus 28% de kilomètres parcourus par personne, et on est toujours en recherche accrue de vitesse dans ce scénario, avec seulement 20% des trajets qui s'effectuera à pied ou à vélo. On est sur des innovations tout azimut, on est sur le captage, le stockage ou l'usage du carbone, voilà, avec des puits technologiques de séquestration. On est sur l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle qui est omniprésent. Les data centers consomment 15 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui.
On est sur un soutien de l'offre au niveau gouvernance, avec des coopérations internationales fortes et ciblées sur quelques filières clés, et on est sur une planification centralisée du système énergétique. Il y a une faible dimension territoriale avec toujours plus d'étalement urbain et une agriculture intensive. On est sur une croissance économique carbonée, avec une fiscalité carbone minimaliste et ciblée, et une économie mondialisée, bien évidemment, dans ce cadre-là. On est sur une décarbonation de l'industrie, pariant sur le captage et le stockage géologique du CO2, 45% seulement de l'acier, de l'aluminium, du verre, du papier, carton, du plastique proviennent du recyclage dans ce scénario-là. Alors, on peut débattre. Ces 4 récits très différents qui permettent finalement tous, au final, d'atteindre la neutralité par des voies différentes. Les émissions résiduelles des 3 premiers scénarios sont abaissées d'un facteur 6 à 7 par rapport aux années, à 1990, donc compatibles avec la loi énergie-climat qui propose un facteur 6. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? La neutralité carbone suppose un renforcement de nos actions. Il faut agir, bien évidemment, immédiatement, comme on l'a compris, car les transformations sociales et techniques à mener, comme on l'a vu dans les différents scénarios, sont de grande ampleur, que ce soit sur l'alimentation, sur les mobilités, sur la manière de produire, de consommer, etc. Atteindre la neutralité carbone repose aussi sur des paris humains et technologies forts, qui diffèrent selon les scénarios, comme on l'a vu. Il faut compenser aussi nos émissions résiduelles, ceux qui sont dits incompressibles, au travers soit de puits de carbone qu'on connaît, la forêt, les zones humides, etc., ou bien des captages et du stockage de CO2 géologique et à imaginer et à inventer. Donc tout ça est assez compliqué et on voit bien que dans les scénarios, 2 scénarios apparaissent plus risqués que les autres. Le scénario 1, la génération frugale, où là on est sur un scénario très clivant socialement quant à sa désirabilité. Et puis le scénario 4, pari réparateur, où là il y a un risque fort de faisabilité technologique. Il y a quand même des constantes dans ces scénarios. La première de ces constantes, c'est que finalement, on va réduire la demande en énergie et on va maîtriser la consommation des ressources. La réduction de la demande est le facteur clé de l'atteinte de la neutralité carbone, par la sobriété et l'efficacité énergétique. On reviendra juste après sur la question de la sobriété, qui est un élément fondamental pour atteindre cette neutralité carbone. En tous les cas, il y a nécessité d'une modification radicale des modes de vie et des systèmes productifs, et il y a aussi nécessité d'un renforcement de l'économie circulaire, notamment de l'économie de ressources, avec une baisse, bien évidemment, dans ses conséquences, de la demande d'énergie. Alors, la baisse de la demande d'énergie est indispensable, de moins 23% dans le scénario 4 à moins 55% dans le scénario 1 versus l'année de référence 2015. Même si les 2 leviers efficacité et sobriété sont mobilisés différemment d'entre les scénarios, cela implique, comme je le disais, une modification radicale des modes de vie, des systèmes productifs. Dans les transports, il y a une baisse importante à engager, qui résulte de la sobriété d'usage dans le scénario 1 et 2, et de l'efficacité des moteurs électriques dans tous les scénarios. Sur l'industrie, ça sera environ 50% de baisse de consommation d'énergie dans le scénario 1 et 2. Dans le bâtiment, que ce soit pour le résidentiel ou le tertiaire, on sera entre 40 et 50% de réduction de consommation d'énergie. Il y a un impact, bien évidemment, autour de l'économie circulaire, avec une réduction plus ou moins forte de la consommation de ressources naturelles, qui fera appel au recyclage d'une manière plus ou moins importante selon les scénarios. Et puis, bien évidemment, il y a la question de l'eau, dont on n'a pas parlé, où là, il y aura une réutilisation de l'eau, ou une utilisation de l'eau pour l'irrigation, pour l'agriculture, qui sera d'un facteur 2 entre le scénario 1 et le scénario 4. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon on en aurait pour très longtemps, mais
Du coup, dans les constantes aussi de ce scénario, donc comme je le disais, la réduction de la demande en énergie, elle est elle-même liée à la demande de biens et de services, ainsi que le développement des énergies renouvelables, qui sont des facteurs clés pour atteindre la neutralité carbone. Avec une réduction de la consommation d'énergie finale de moins 23 à moins 55% par rapport à 2015, comme je disais, il est possible de mettre en place un approvisionnement énergétique basé à plus de 70% sur les énergies renouvelables dans tous les scénarios. Même dans le scénario 4, comme vous le voyez à l'écran. La part de l'électricité s'accroît de façon notable dans tous les cas et dans tous les scénarios. On a une quasi-disparition des énergies fossiles à l'horizon 2050 et le vecteur gaz reste un talon de consommation relativement négligeable, sachant que le biogaz va remplacer le gaz tel qu'on le connaît, le gaz naturel. Si ça vous intéresse, on rentrera dans le détail de tout cela, mais voilà. Je vais passer assez vite parce que je crois que le temps file, c'est ça? Bon. Oh, bah je pense que j'aurai un petit peu besoin davantage. Alors, vous me donnez le feu vert? Les points communs aussi, donc c'est moins de déchets ménagers assimilés. Hein, vous voyez dans les scénarios 1 à 4, on est sur une réduction tangible de la production de déchets ménagers assimilés, plus dans le scénario 1 que dans le scénario 4. Une mobilisation de la biomasse qui est multipliée par 2 au moins par rapport à aujourd'hui. Voilà. Oui. C'est tout ce qui est le bois et tout ce qui est, oui, bois végétaux. Voilà. Et puis surtout, un des points communs des 4 scénarios, c'est l'enjeu autour de la préservation du vivant. Le vivant est l'un des atouts principaux de cette transition qui permet de combiner 3 leviers stratégiques. Le stockage carbone, comme je l'ai dit, les forêts qui captent le carbone, les zones humides aussi, et les sols. Comment? Les océans, oui. Mais les zones humides, qu'on connaît, les lacs, etc., qui stockent le carbone. Donc 3 leviers stratégiques, le stockage carbone, la production de biomasse et la réduction des gaz à effet de serre. Donc il est impératif, indispensable de maintenir un équilibre entre les usages alimentaires et énergétiques de la biomasse avec une préservation des fonctions écologiques comme la biodiversité et le stockage carbone grâce à une approche globale de la bioéconomie. L'adaptation des forêts aussi et de l'agriculture devient absolument prioritaire et c'est des sujets que vous avez traités déjà avec Culture et Société dans d'autres conférences pour lutter contre le changement climatique. Et là, c'est compliqué parce que comment adapter la forêt de demain au changement climatique qui nous dépasse. Donc la résilience des écosystèmes est d'autant plus cruciale qu'ils en subissent de plus en plus fortement les impacts. Comme je le dis, les événements extrêmes déjà observés, les tempêtes, les incendies, peuvent générer un effondrement de certains milieux naturels et remettre en cause finalement tous les scénarios que je viens d'exposer. Donc faut aussi l'avoir. C'est des incertitudes qu'il faut prendre en compte, qu'on a comptabilisées, mais sur lesquelles on ne peut pas faire de pari. Enfin, c'est assez compliqué. Donc voilà, dans les 4 scénarios, on voit qu'il y a un recours plus ou moins important aux puits de carbone naturels. S'il y a des facteurs communs, il y a aussi, on va dire, des contrastes selon les secteurs d'activité. Par exemple, le bâtiment, comme je l'exposais, il y a une multiplicité de leviers sur lesquels il faut actionner, selon les scénarios. Le logement aujourd'hui, le bâtiment, c'est 40% de la consommation d'énergie finale en France. Ça représente un quart des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire national. C'est 51 millions de tonnes de matériaux par an nécessaires pour la construction. On pense au sable, on pense au ciment, on pense à granulin. Socialement, le logement, c'est 30% du budget des ménages, c'est de la précarité énergétique qui touche plus d'1 million de personnes en France, c'est d'étalement urbain, etc. Donc, il y a des enjeux extrêmement importants autour de cette question du bâtiment et des logements. Et donc, dans le scénario 1 et 2, on mise sur la réhabilitation massive et efficace, avec l'abandon, par exemple,
du rêve de la maison individuelle, au détriment ou au profit du partage de lieux de vie. Vous avez entendu parler de maisons partagées, d'approches plus collectives de l'habitat. Petite pub, en février, on aura une conférence dessus avec M. Ndiaye. D'accord. Les transformations des résidences secondaires en habitat principal, ça peut être une proposition qui peut être faite, en tous les cas dans certains scénarios. La sobriété dans l'usage des équipements. La rénovation est possible, mais ces changements de société ne sont finalement pas faciles. Dans les scénarios 3 et 4, on mise à contrario sur le secteur du bâtiment, sur la technologie, le renouvellement du parc via la construction neuve, avec une consommation de matière et d'énergie grise très élevée, ce qui met finalement en exergue la nécessité de nouvelles carrières ou des extensions de plus en plus mal acceptées par les populations environnantes. Donc, ça pose des questions, hein. Les choses sont pas simples. J'accélère un petit peu. C'est aussi un contraste sur l'évolution du monde industriel. Dans les 4 scénarios, l'industrie va se transformer non seulement pour s'adapter à une demande en profonde mutation, mais également pour décarboner sa production. Cela nécessitera des plans d'investissement de grande ampleur, avec notamment une augmentation du recyclage, comme on l'a vu, plus ou moins important, et un effort de l'ensemble de la société pour accompagner les territoires en mutation et former les salariés aux nouveaux métiers. Donc, dans le scénario 1 et 2, on a un nouveau modèle industriel privilégiant la qualité à la quantité et fondé sur l'économie circulaire. L'industrie revoit son modèle d'affaires, des produits de qualité plus chers, mais durables, éco-conçus, réparables, recyclables. On est sur le développement de l'économie de la fonctionnalité. Est-ce que ça vous parle, ça, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération? En gros, on va privilégier l'usage à la possession. Exemple, pourquoi avoir chacun d'entre nous une perceuse alors qu'on sait que sa durée d'utilisation annuelle, c'est 7 minutes. Il y a des services aujourd'hui autour de l'autopartage, autour d'équipements mis en commun, etc. Donc ça veut dire repenser notre façon de vivre et d'appréhender les choses, et notamment l'usage et la consommation des biens et des services. Dans le scénario 2, ce nouveau modèle permet de réindustrialiser certains secteurs ciblés. Et puis, à contrario, dans les scénarios 3 et 4, on est sur un modèle plus quantitatif, mais avec des procédés et des énergies décarbonées. La production industrielle est en légère baisse, mais j'ai des défis industriels dans l'efficacité énergétique, la décarbonation de l'énergie et surtout le stockage de CO2. Donc ça nécessite derrière des plans d'investissement importants, des plans de transition sectorielle, des politiques d'emploi et de formation importants qui restent à imaginer et à mettre en œuvre et qui vont nécessiter du temps. Alors la transition écologique engendre à terme une hausse de l'activité économique dans tous les scénarios. Parce que c'est vrai que cette question économique, elle est souvent posée. Et là, on peut affirmer, au travers de la modélisation de ces 4 scénarios présentés, que aucun des 4 scénarios n'engendre de récession à terme par rapport au niveau actuel de l'activité économique. La sobriété, ici, n'est pas synonyme de décroissance. On a, dans les enseignements des simulations, un découplage PIB, émissions de gaz à effet de serre possible. L'atteinte de la neutralité, quelle que soit la transition choisie, et le scénario choisi se fait sans baisse du PIB, sauf dans le scénario 1 à court terme. Donc la transition énergétique et la transition neutralité carbone n'appliquent donc pas une baisse de l'activité dans l'absolu, mais plutôt une modification des modes de production et des habitudes de consommation. C'est souvent quelque chose qu'on n'a pas entendu, ça. Et c'est important de le préciser dans les modélisations, en tous les cas, telles qu'ils sont présentées aujourd'hui. La transition, finalement, a peu d'impact sur des agrégats macroéconomiques, les PIB, l'emploi, le niveau de vie, etc. Il y a des alternatives économiquement crédibles au modèle de hausse de production qui émergent. Le bilan économique des scénarios, mis sur la sobriété et l'efficacité énergétique, finalement est comparable à celui du scénario de poursuite de la croissance en niveau 4. Le choix d'un scénario plutôt qu'un autre relève de priorités politiques plutôt que de considérations macroéconomiques. Alors, comme je vois que le temps file, j'ai encore combien de temps?
Un petit 10 minutes ou un quart d'heure? Comment? 37 secondes? C'est des choses compliquées, donc il faut prendre le temps de les appréhender, me semble-t-il. Et là, je voulais faire un focus sur la diminution de la demande d'énergie et la question de la sobriété, parce que la décarbonation de l'énergie sera d'autant facilitée que la demande sera faible. Or, finalement, la réduction de cette demande est déterminée par deux facteurs, la démarche de sobriété et l'efficacité énergétique qui se heurtent, cette dernière, à des limites physiques et surtout à des technologies disponibles. On n'échappe pas à une interrogation finalement sur la question de la sobriété, tous les uns les autres. Certainement moins de consommation de viande, moins d'eau pour l'irrigation, moins de sol consommé, moins de construction neuve, moins de véhicules en circulation, moins de production industrielle, moins d'énergie consommée. C'est ce, en tous les cas, vers quoi on doit tendre et limiter au plus les gaspillages. Alors la sobriété, de quoi on parle? La sobriété, finalement, consiste à nous questionner sur nos besoins et la façon de les satisfaire en limitant leur impact sur l'environnement. Finalement, c'est le meilleur moyen d'aller plus rapidement vers la neutralité carbone, tout en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles. La sobriété est complémentaire de l'efficacité énergétique et contribue à limiter les risques associés au changement climatique ou à une crise géopolitique majeure, telle que le conflit qu'on connaît russo-ukrainien. Donc, la définition qui est à l'écran, là, adopter des pratiques de modération et de mesure dans les modes de vie pour contribuer à une réduction de la consommation des ressources et finalement diminuer nos impacts sur l'environnement et le climat. C'est d'abord et avant tout questionner nos besoins, ensuite les satisfaire en limitant l'impact environnemental et enfin faire évoluer nos modes de vie à l'échelle individuelle mais aussi collective. Un exemple sur la mobilité, la question de la sobriété, elle va se poser dans ces termes, c'est-à-dire je réduis mes déplacements en voiture individuelle, en favorisant le télétravail, en covoiturant, en pratiquant le report modal vers le vélo, la marche, les transports en commun. Plutôt que d'acheter une voiture qui va consommer moins, certes, qui va être un véhicule électrique, mais qui est une solution d'efficacité énergétique. Donc on voit la différence entre sobriété et efficacité. Dans une maison, vous avez aussi, quand il commence à faire frais, on a souvent tendance à mettre un pull. C'est un comportement de sobriété avant de mettre le chauffage. Pour une entreprise, ça va être des actions de sobriété. Je réduis les quantités produites pour plus de réparabilité, plus de durabilité, que les produits soient démontables, recyclables. On prône l'économie de la fonctionnalité, comme je l'exposais avant. Je revois la politique de livraison. Plutôt que d'investir dans un process moins impactant, de changer de composants de base, etc., qui relève de l'efficacité énergétique. Tout ça, finalement, a été développé par une association qui s'appelle Negawatt. Peut-être certains d'entre vous connaissent cette association qui repose finalement la sobriété sur les trois piliers fondamentaux de la démarche Negawatt, qui est sobriété, efficacité et solutions alternatives, et notamment énergie renouvelable, ce qui est de l'énergie. Donc, faut savoir que cette notion, elle est inscrite aujourd'hui à l'article 1 de la loi sur la transition énergétique depuis 2015. Ça fait pas longtemps. Elle est progressivement reconnue et prise en compte par de nombreux acteurs, mais reste trop souvent mal comprise et suscite certaines idées reçues, freinant son acceptation et sa mise en œuvre. Vous avez ici les 4 catégories finalement de sobriété qu'on pourrait les uns et les autres s'appliquer. Il y a la sobriété dimensionnelle. C'est le bon dimensionnement des équipements par rapport aux conditions d'usage. Bon, vous avez 4 types de réfrigérateurs. Selon qu'on est une famille de 2 personnes ou de 6 personnes, on va peut-être pas avoir les mêmes besoins, tout comme une voiture. La sobriété structurelle, là on parle d'organisation de l'espace, de nos activités, permettant la modération de nos consommations.
Par exemple, les villes des courtes distances. On parle de la ville du quart d'heure, par exemple, pour justement éviter de trop se déplacer. On a tous les services, les biens à disposition dans la ville du quart d'heure. La sobriété d'usage, enfin, c'est la bonne utilisation des équipements, ressources en vue d'en réduire la consommation. Alors, je pense à l'extinction de l'éclairage des bureaux, l'extinction de l'éclairage des magasins. Bon, ça c'est des choses qui existent déjà dans la loi, qui ne sont pas toujours malheureusement appliquées ou respectées. Et puis il y a la sobriété conviviale qui là, effectivement, on est sur la logique de coopération où on mutualise des équipements et on mutualise leur utilisation. C'est la salle qu'on occupe aujourd'hui. On est sur une sobriété conviviale. Alors la sobriété, jusqu'où, comment? La sobriété, effectivement, permet de sécuriser l'atteinte de la neutralité carbone dans tous les scénarios, ou dans la majorité des scénarios. Les émissions résiduelles sont plus facilement compensées par les puits de carbone naturels, et on n'a pas forcément besoin d'aller chercher les puits de carbone technologiques. Mais elles se heurtent surtout, aujourd'hui, au mode de pensée dominant du consumérisme. Ce qui semble aujourd'hui une privation pour une génération ou un individu peut au contraire apparaître pour certains comme une évidence choisie et souhaitable pour un autre. Et que la société française peut aussi désirer ces modes de vie plus sobres. Je renvoie à des études et des enquêtes qui ont été réalisées par nos collègues de l'ADEME sur des enquêtes d'opinion où finalement il y a une grande majorité aujourd'hui d'individus, de personnes, qui souhaitent aller vers cette sobriété choisie. Cependant, la mise en œuvre à grande échelle de ces politiques de sobriété nécessite des transformations sociales rapides et fortes qui peuvent rencontrer de fortes réticences, et on voit de quoi on parle. Et puis, effectivement, le questionnement sur la sobriété ne peut être disjoint de celui sur les inégalités. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui semble s'accommoder des inégalités d'accès aux biens et aux services, mais le choix d'une société sobre impose un réel effort d'équité, puisque la diminution de la consommation ne peut pas être envisagée pour la partie de la population la plus modeste. Donc tout ça, finalement, soulève des questions sur la sobriété. Elle interroge toute la chaîne de valeur économique, sur la production, sur la consommation, nos modèles économiques, nos rapports au prix et au coût. Elle va entraîner des bouleversements extrêmement forts à titre collectif et individuel, des transformations majeures, des gagnants, des perdants. Comment accompagner ces transformations? Pas simple. Elle entraîne des prises de risques très forts à titre individuel, en tant que chef d'entreprise, en tant que décideur politique. Pas facile. Et puis la sobriété pose la question des représentations et des valeurs d'une société ou d'un groupe. Est-ce qu'on va plutôt privilégier la priorité au collectif, au temps long, à la tempérance, ou à l'inverse, on va prioriser l'individuel, le temps court, la rapidité? Comment faire évoluer ces représentations? Ça nous oblige à repenser nos imaginaires, à expliquer, à trouver des consensus sociaux. C'est ça qui est intéressant, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à travailler tous ensemble, les uns les autres, pour imaginer des scénarios et des avenirs radieux ou désirables, en tous les cas des avenirs qui donnent envie. Et donc, pour finir cette présentation, on peut ici illustrer la sobriété en découvrant que les pieds sont disponibles 24 heures sur 24 en bas de vos chevilles. C'est découvrir que les pieds, finalement, c'est une technologie du passé pensée pour le futur. Une boutade, bien évidemment. Bon, tout ça pour conclure ma présentation en vous disant que finalement, ces scénarios, 4 scénarios présentés et travaillés par l'ADEME, sont basés sur des analyses systémiques assez complexes, avec effectivement des enjeux autour de l'empreinte nette de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc selon les scénarios, on va être plus ou moins impactant. Plus impactant dans le scénario 4, bien évidemment, que dans le scénario 1, frugal. En termes de sobriété, bien évidemment, le scénario 1 sera tout à droite, et puis le scénario 4
très énergivore, tout à gauche. Sur l'efficacité, on peut dire que les 4 scénarios sont plutôt regroupés ou assez proches. Sur la production d'énergie décarbonée, on va dire aussi, c'est un petit peu la même chose. Sur l'usage de la biomasse, il y a des différences importantes entre des stockages carbone naturels dans le scénario 1 et 2, et puis plutôt des scénarios, des stockages ou d'usage de la biomasse importante, dans les scénarios 4 et 3. Impacts environnementaux forts dans le scénario 4 et 3, moins sur les scénarios 1 et 2. La résilience, eh bien évidemment, on est plus vulnérable dans les scénarios 4 et 3 que dans les scénarios 1 et 2. Dans la désirabilité, là, on retrouve les 2 scénarios les plus clivants, le frugal et le pari réparateur à droite, et puis le consensuel, le scénario 3 et 2. Sur la gouvernance, donc on est sur une gouvernance plutôt nationale dans les scénarios 4 et 3, et puis plus locale dans le scénario 2 et à moindre mesure dans le scénario 1. Sur les croissances économiques, là on voit qu'on est sur des scénarios qui sont assez proches les uns des autres, avec quand même un scénario 1 moins positif que les autres en termes de croissance. Et puis sur le revenu disponible, là on est plutôt sur une augmentation dans tous les cas du revenu disponible pour tous. Et puis le risque d'inégalité, là bien évidemment il est plus fort dans le scénario 4 que dans le scénario 1, mais avec toutes les pondérations qu'il faut avoir. Alors, pour conclure, ces scénarios peuvent-ils nous aider à fixer un cap clair et partagé, une transition écologique désirable? Est-ce que, après cette présentation succincte des 4 scénarios, vous percevez les efforts nécessaires, mais aussi les opportunités qui s'offrent à nous pour s'engager dans telle ou telle voie? Peuvent-ils nous aider à faire émerger des stratégies d'entreprise, par exemple cohérentes, systémiques et transversales? Peuvent-ils nous aider à faire dès aujourd'hui des choix structurants, à lancer des actions? Peuvent-ils nous aider à mobiliser les acteurs locaux, nous, citoyens? On voit bien que tout ça n'est pas simple. Il y a des limites aussi à ces scénarios. L'évaluation des conséquences sur la biodiversité rencontre des difficultés, par exemple méthodologiques, liées au manque de connaissances et au fait que les données de l'exercice n'ont pas été localisées. Les effets du changement climatique sont pris en compte sur les secteurs agricoles, forestiers, bâtiments et réseaux électriques, mais pas dans les autres secteurs d'activité. Donc on voit bien qu'on a encore dans cette équation des inconnus. Donc pour avancer, on est face à des choix complexes, aussi compliqués finalement que le grand écart qu'il y a entre finalement ce que nous voudrions que le monde soit et notre propre comportement. Et donc voilà, je terminerai en reprenant un message du Mahatma Gandhi. Est-ce que la solution réside pas tout simplement dans le fait de vivre tous simplement pour que tous puissent simplement vivre? Je vous remercie en tous les cas de l'attention de m'avoir apporté. Merci beaucoup.